Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues. On est de retour pour parler de l'actu golf, évidemment du LPGA, du DP World Tour, également des Français du PGA Tour. Et je suis ravi d'accueillir Benjamin Cadieux de Journal du Golf. Salut, je suis Benjamin. Ravi aussi, JP. Ah bah, comme ça on est deux. Et ravi qu'il y ait le LPGA Exactement. sur notre chaîne. Sur notre chaîne depuis la semaine dernière, on vous offre gratuitement le LPGA toute cette saison en partenariat avec la Fédération Française de Golf. Et on accueille aussi Guillaume Dufy de l'équipe. Salut Guillaume. Bonjour à tous les deux. Meilleurs vœux. On a Meilleurs le droit vœux. encore un peu. Ah bah oui, on a le jusqu'au droit. 31 janvier. T'es ravi aussi, Guillaume? Mais oui, je suis hyper ravi parce que le sport gratuit à la télé au 21e siècle, c'est hyper rare. Le golf encore plus. Donc offrir la possibilité à tous les amoureux de golf en France de regarder cette saison américaine avec Céline Boutier en guest star. Je trouve ça assez exceptionnel. C'est le top niveau mondial. Et effectivement, et il faut le souligner et s'enorgueillir de ça. Oui, comme chez les garçons sur le PGA Tour, on a 3 Françaises, tu l'as dit, Céline Boutier, mais aussi Perrine Delacour et Agathe Lenné. Alors restez aussi avec nous parce qu'on vous donnera les résultats du jeu concours qu'on avait fait en fin d'année. Vous aviez jusqu'au 17 janvier pour participer. Alors on va savoir qui a gagné le drapeau de Victor Pérez signé à l'occasion de l'USPGA et le drapeau de la Solheim Cup signé par Céline Boutier. On s'embête très joli cadeau. Il n'y a pas ça à gagner dans Sweet Spot. Ah bah, on gagne des drivers dans Sweet Spot, c'est pas mal aussi, non? Ouais. Ah donc je vais jouer peut-être. Ouais, allez messieurs, justement on démarre par le LPGA, justement on l'a vu sur Journal du Golf TV la semaine dernière, 7 victoires de Lydia Ko qui avait plus gagné depuis un an. Lydia Ko, on la connaît depuis un petit moment, elle est passée pro en 2013, on se souvient elle avait gagné d'ailleurs l'Open du Canada devant Karine Hichet à l'époque, elle était encore amateur, et puis on l'a surtout suivi à Evian. 7 victoires de Lydia Ko, c'est encore un grand nom qui gagne. Et résurrection aussi, puisqu'elle sort... Je crois que Guillaume, tu vas le confirmer. Une année pourrie. Ouais, elle sort de sa pire saison en carrière. Je crois qu'elle a seulement 2 top 10 au-delà de la 100e place du classement. Enfin, elle était vraiment au fond du seau, au point qu'elle a déclaré à la presse américaine l'année dernière, j'avais même peur que Golf Channel vienne me filmer en train de jouer, de peur que je tape un mauvais coup. La fameuse pression des caméras. Ouais, elle a dit, je me suis mis trop de pression ces derniers temps. Mais après 10 ans de carrière, une année un peu moins bonne, allez voir, beaucoup moins bonne que les autres, c'est quand même pas beaucoup. On en parlera tout à l'heure pour Céline Boutier, mais l'important c'est la régularité à ce niveau. À ce niveau, c'est la constance. Et Lydia Ko, malgré cette parenthèse un peu noire la saison passée, c'est quand même du très très haut niveau. Moi j'ai pas les stats en tête, mais elle a plus seulement 3 années sans victoire. Non, mais c'est énorme, c'est énorme parce que Enfin, le champ de joueuse est de plus en plus dense, la qualité du golf féminin ne cesse de croître et arriver malgré tout à gagner chaque année, je trouve ça assez exceptionnel. Et puis on le disait, 26 ans seulement, 20 victoires désormais sur le LPGA, 2 majeurs. Voilà, Lydia Ko qui est aux portes du fameux Hall of Fame. Ouais. C'est un nombre de points à marquer. Alors, les règles pour le Hall of Fame sont différentes. Je peux pas vous aider, je les connais pas. Des hommes vous n'y êtes pas encore, Guillaume. Pour les hommes, faut avoir 40 ans pour entrer au Hall of Fame. Là, il n'y a pas de limite d'âge. Ah, je pourrais. Pas de limite d'âge chez les femmes. Il y a, JP, je crois qu'on a révisé juste avant, 27 points à marquer. Donc, et Lydia Ko, on a 26. On a 26. Voilà. Donc elle va y être dans les mois ou au pire les années qui viennent. De toute façon, la question se posait même pas. La place Lydia Ko est au Hall of Fame. Elle a gagné plusieurs majeurs. Elle a gagné le nombre de tournois LPGA nécessaire. Et puis de toute façon, son rayonnement sur le golf planétaire, que ce soit peu importe le genre, Lydia Ko, c'est une marque. C'est une marque et les sponsors continuent de se l'arracher. Déjà parce qu'elle est d'origine coréenne, qui est quand même qui est le deuxième marché. Parce qu'elle est néo-zélandaise, Lydia Ko. Qui est de passeport néo-zélandais, mais d'origine, et aussi de culture, comme elle aime le rappeler, de culture sud-coréenne. Donc c'est vraiment, c'est au-delà de la joueuse, c'est une marque qui rayonne sur le monde entier. C'est une star dans son pays, pas uniquement parce qu'elle brille sur le circuit américain, mais parce que on va en parler beaucoup en 2024, on est une année olympique, c'est une demoiselle qui... Très important pour les Jeux Olympiques. Qui rapporte, à chaque fois qu'elle joue un tournoi olympique, elle rapporte une médaille. Elle a eu quoi, bronze et argent? Elle a eu bronze à Tokyo, argent à Rio. Et là, quoi alors bah voilà. L'or à Paris, mais... L'argent derrière, c'est une Boutier. Ouais, exactement. Justement, c'est votre pari de l'année, ça? Ça sera une des favoris j'ai dit ça. Au golf national, en tout cas, Lydia Ko qu'on connaît quand même depuis un moment.
on l'avait suivi à Évian lors de ses premiers Évian Championship. Ça fait 3 décennies qu'on la connaît. Exactement. Victoire en 2015 pour Lydia Ko à Évian. En fait, elle a toujours été là. Elle a toujours été là, coachée par David Ledbetter, puis Sean Foley. Sean Foley, et maintenant... Enfin, 3 décennies quand vous n'avez pas 30 ans, c'est quand même exceptionnel. Ouais, mais c'est là qu'on voit le rayonnement de Lydia Ko, quoi. Ouais, c'est une surdouée du golf, finalement. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis après, moi, c'est le golf féminin quelque chose que je regarde parce que je trouve qu'il y a un tempo, il y a un rythme. Et elle, franchement, à regarder, c'est un vrai bonheur. Je parle pas uniquement de son petit jeu, mais je trouve que c'est un métronome, c'est beau à regarder, c'est fluide. Ah, il faut passer ou même décortiquer son swing parce que moi je suis pas un spécialiste, mais c'est quand même, enfin voilà, c'est limpide et on aimerait avoir ce rythme et ce tempo. Même quand on est un garçon. Ouais, voilà. C'est pas l'école Michelle Louis, Brittany Lincicome ou la joueuse ou Lexi Thompson. Lexi Thompson, ça tape très fort et du coup ça dure un petit peu moins en tout cas pour Brittany Lincicome et Michelle Louis. Là avec Lydia Ko, on est comme tu l'as dit Guillaume dans le côté métronome. Et à l'image de Céline Boutier, je pense que ça peut encore durer dans le smoothie swing. Une bonne 4e décennie. Alors justement, messieurs, cette semaine, direction la Floride, où on l'a dit, on va jouer Céline Boutier, Agathe Lenné et Perrine Delacour. Mais juste avant, on va enregistrer le retour d'une joueuse qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné pas mal de victoires sur le LPGA. 7 victoires en 2011, 15 victoires sur le LPGA, 5 majeures entre 2008 et 2011. Je sèche, je n'ai pas révisé avant. C'est pour ça. Elle a fait la couve du Journal du Golf en 2012. Non, toujours pas. Elle est taïwanaise, ancienne numéro 1 mondiale. Allez Benjamin, le suspense est trop brûlant. Alors c'est Yanni Tseng, et oui Yanni Tseng qu'on avait plus vu sur les circuits depuis 2 ans et encore. Alors où était-elle? Une apparition éclair, blessée au dos à partir de 2019. Elle avait tenté de faire un retour en 2021. Ça s'était pas bien passé. On se souvient même qu'elle avait même été éliminée ou plutôt disqualifiée d'un tournoi parce qu'elle n'avait pas signé une carte après un premier tour, une carte 86. Non, 87, vous avez raison. Yanni Tseng, c'est une joueuse qu'on avait vu arriver aussi comme une bombe en 2008 et entre 2008 et 2011. Swing. Non, mais je vous encourage à aller sur YouTube, retrouver le swing de Yanni Tseng. Mais il n'y avait pas le moindre défaut. Alors évidemment, le swing parfait n'existe pas, heureusement pour nous, hein, Guillaume. Mais il n'y avait pas de boucle, il n'y avait pas le moindre mouvement superflu. C'était une frappe de balle. On avait passé 1 heure avec elle. D'ailleurs, on avait tourné une vidéo d'enseignement sur la frappe de balle. Ça remonte à très longtemps. Ça remonte à 2009, 2008 ouais, 2008-2009, ouais. Et quelle frappe de balle elle avait. Et ensuite, c'est aussi quelqu'un de très sympathique. Donc c'est vraiment à double sens du terme, un double bonheur de la voir revenir, en tout cas de l'avoir tenté de revenir au premier plan. Mais plein d'occasions de regarder donc le deuxième tournoi de la saison LPGA ce week-end, parce qu'il y a aussi le grand retour de Céline Boutier. On l'attend énormément. Exactement, Guillaume. On va en parler juste tout de suite. 3 Françaises, on l'a dit. Perrine Delacour, Agathe Lenné et Céline Boutier. Céline Boutier qui attaque son année 2024. Elle n'a pas fait le tournoi d'avant. Évidemment, c'est l'année où tout le monde l'attend, Céline. Est-ce que ça va être plus dur pour elle que l'année dernière? Je pense que oui, parce que ce qu'elle vient de commettre est tout à fait exceptionnel. Elle a aussi terminé la saison en étant élue championne des championnes de l'équipe. C'est peut-être anecdotique. Enfin, en golf, en tout cas, c'est pas anecdotique. Mais en golf, c'est énorme. Et je voudrais pas généraliser, mais j'ai l'impression que nos champions français, après de très 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 belles performances, ont quand même parfois tendance à confirmer. Et la confirmation dans le sport, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur. Je vais prendre un exemple très récent, Quartararo en moto, qui a été champion du monde il y a 2 saisons maintenant. Et évidemment, on attendait qu'il confirme la saison passée. Il a vécu une saison terrible. Il n'a pas été aidé par son écurie. Non, des problèmes mécaniques aussi, mais je pense que psychologiquement, quand vous êtes tout là-haut, y rester, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le sport. Et j'espère que Céline Boutier, elle a l'air bien armée mentalement pour parvenir à rester. Voilà, on va la regarder, on va la regarder encore plus. Alors, est-ce qu'elle sera capable de supporter cette pression? Et encore une fois, c'est une année olympique, c'est une chance de médaille dans un sport où les Français d'où l'attente qui est hyper n'ont jamais brillé. Donc moi, je pense que voilà, ça va être plus complexe. Benjamin, plus mesuré. Ouais, non, je pense pas parce que elle a gagné l'Evian, j'allais dire l'Evian Master, l'Evian Championship
à domicile, un Ouais, majeur, c'est vrai. ça y est, le plafond pour une golfeuse française. Et elle a enchaîné avec Et le explosé. Scottish juste après. Et ça a été confirmé derrière avec le Scottish et puis une bonne place finale sur le LPGA. Je vois pas ce qui peut arriver. Enfin, tout est fait, sa carrière, à la limite, elle est faite. À la limite, là, je pourrais revenir vers ce que tu as dit, Guillaume. Ce serait que quand on a atteint un tel sommet, comment continuer à performer. Mais Avoir l'envie, avoir la mais là, carotte de l'envie. Ouais. c'est même pas qu'elle a gagné un majeur, c'est qu'elle a gagné un majeur en France. Quoi. Ouais, On c'est peut vrai, pas c'est- faire. Et puis le majeur dont elle Le rêvait fait depuis que toute tu ne voudrais petite. quand quoi. même pas qu'elle arrête sa carrière après, Évidemment que non, et je après pense l'obtention de ce Graal. Et je pense pas que ce soit le genre. Mais en tout cas, maintenant qu'on a cassé ce plafond-là, maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à grimper. Et quoi. surtout, on l'a répété à ce podcast, les Jeux Olympiques à Paris, au Golf National, un parcours finalement qu'elle connaît par cœur, quoi. Enfin, qu'elle connaît très bien en tout cas. Ouais, en plus, avec son jeu solide, ça peut coller aux nations, quoi, sans souci. Quoi. Guillaume, une médaille de Céline Boutier au JO, on y croit, c'est un Moi, je doux sais pas, rêve je suis ou- un piètre pronostiqueur, mais effectivement, décrocher une médaille, si possible la plus belle au national, un parcours effectivement qu'elle connaît par cœur parce qu'elle a grandi golfiquement pas très loin. Même si, encore une fois, ce parcours, il est jamais trop tendre non plus avec nos Français depuis une dizaine d'années. Alors évidemment, il y a le vieux Levé et le vieux Rémézy qui ont réussi à le dompter, mais les autres se cassent les dents régulièrement sur ce joli terrain de jeu. Alors, en tout cas, elle a un avantage en plus de toutes les autres joueuses qui finalement ne connaissent pas du tout ce parcours. Messieurs, justement, je vous propose de l'écouter. Céline Boutier, on a réussi à lui avoir quelques instants juste avant son Drive-On Championship. Pendant la off-season cette année, j'ai pris un petit peu de temps en dehors du parcours, juste pour essayer de me reposer, me ressourcer et essayer de reprendre à zéro. Et du coup, j'ai pris peut-être 2-3 semaines sans jouer au golf. Je suis allée un petit peu en vacances et après je suis revenue à Dallas pour m'entraîner. Il a fait un petit peu plus froid que je voulais, du coup j'ai dû aussi aller en Arizona, que j'avais pas prévu d'y aller pour m'entraîner, mais c'était sympa, je suis revenue. Et là, on est prête pour recommencer la saison en 2023 en Floride. Du coup, je me suis pas mal focalisée sur le long jeu pendant la off-season, juste essayer de avoir un contact un peu plus consistant et une trajectoire de balle que je voulais. Et aussi un peu mis l'accent sur le putting. Du coup, c'était vraiment mes deux grands axes de travail ces dernières semaines. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de venir défendre son titre. C'est vrai que c'est toujours des bons souvenirs, mais nous, cette année, sur ce tournoi, on est vraiment sur un parcours différent, sur un état différent. Donc pour moi, c'est vraiment comme si c'était un autre tournoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai des bons souvenirs de ce tournoi en Arizona, mais ici, on repart un peu à zéro. Donc je vais vraiment aborder ça comme un autre tournoi. Je crois que cette année, pour moi, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur les opportunités et vraiment de me mettre en position pour gagner ou en contention le plus de fois possible. Je crois que forcément les JO ça va être une très grosse échéance, mais surtout les majeurs, surtout par exemple le British Open qui sera à St Andrews, ou même de revenir à Evian défendre mon titre. C'est vrai que ça va être des beaux objectifs et des beaux tournois pour moi cette saison. En tout cas, rendez-vous à partir de jeudi 18h pour le premier tour de ce Drive-On Championship sur les antennes de Journal du Golf TV, et vous retrouverez également en simultané ce week-end sur les antennes de FF Vol TV à partir de 20h. Allez messieurs, avant de passer sur le PGA Tour, c'est le retour de The Match. Alors The Match, c'était ce fameux skin game. Et là, cette fois, on va trouver Rory McIlroy, Max Homa, Lexi Thompson et Rose Zhang pour le 26 février. Compliqué de faire mieux niveau plateau là. Alors, le skin game, Benjamin, rappelez rapidement ce que c'est. Moi j'ai toujours appelé ça un syndicat, je devrais faire ça quand j'étais gamin. Et tout simplement, vous mettez une somme d'argent sur un trou, le meilleur score ramasse tout. S'il n'y a pas de meilleur score, on reporte le tout sur le trou suivant. Et ça s'accumule et la pression monte. Alors là c'est pour des œuvres caritatives. Hein. Non, mais quand vous étiez petit, vous ne jouiez pas avec un micro. Là, ils jouent avec des micros. Oui, C'est pas simple de jouer avec des micros quand même. Non, déjà de jouer avec des clubs de golf c'est compliqué. Non, alors. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Ça vous intéresse ce genre de Pas vraiment, de match? c'est une exhibition. Et alors j'ai le souvenir d'exhibitions fantastiques dans des stades monumentaux du Mexique entre Federer et Nadal. Franchement, je regarde pas, c'est une exhibition. Je regarde pas. Parce qu'il n'y a pas la saveur de la compétition. Non, après c'est
Il se chambre et tout. Alors non, mais c'est vrai, c'est un produit rigolo. moderne. Je trouve que C'est un produit moderne. C'est un produit qui sied à merveille au public américain, à la manière dont les Américains diffusent et vendent le golf et produisent le golf. Moi, je suis pas old school, mais je suis un peu loin de tout ça. Peut-être malheureusement, peut-être que je rate quelque chose d'exceptionnel, mais si j'ai 2 heures, je suis pas persuadé que je les passe à regarder ce duel sur 12 trous. Voilà, ce duel. Un programme très court, il va se passer beaucoup de choses, il y aura des blagues, quelques bons coups de golf. Est-ce qu'il y aura des bonnes blagues, Benjamin ? Des bonnes blagues, oui, et des célébrités, donc c'est du format Instagram, c'est ce que proposera dans le futur la Tiger League. Voilà, on va tout de suite passer justement au PGA Tour avec le bon début de saison, notamment de Mathieu Pavon. Hein, on l'a vu, un 7e à Hawaï, top 40 la semaine dernière. Est-ce que c'est étonnant finalement de le voir performer aussi vite ? On s'y attendait un peu quand même. Hein, c'est pas qu'on s'y attendait, mais regardez le classement mondial de Mathieu Pavon. Il est top 80 mondial. Il est à sa numéro place. 1 français. Il est à sa place maintenant. Et d'ailleurs, ça me fait penser quelque chose. On se demandait toujours, ouais, ça y est, il change de circuit. Oh là là, tout va changer. Attention, catastrophe. Et ça me fait penser, tu sais à quoi, Guillaume ? Parce que c'était l'habitude de voir certains Français ou certains se casser les dents sur sur ça me fait penser, Guillaume ? Non. À Davor Suker. Ah. Davor Suker, là, qui était le buteur du croate. Real Madrid, Ouais. et qui est transféré dans une équipe anglaise que tu connais peut-être, Guillaume, j'ai oublié. C'était au cours des années 90, il avait déclaré à la presse, alors Davor, tu changes de championnat une fois encore, et une fois encore, tu marques des buts dès ton premier match, dès tes premières semaines, tu es tout de suite opérationnel. Question d'adaptation, c'est ça ? Question d'adaptation, il dit bah oui, mais bon, un terrain de foot, c'est un terrain de foot, quel que soit le pays, c'est quand même les mêmes règles du jeu, et entre guillemets, il n'y a pas à s'inquiéter. Mathieu Pavon, il touche green sur green, il peut beaucoup mieux qu'avant. De mieux en mieux. Après, d'abord Zucker, je ne jouais pas tout seul. Mathieu Pavon, il joue tout seul. Évidemment, c'était mais je pense qu'il peut avoir la même approche, Mathieu. Et pas uniquement parce que son papa était un grand joueur de foot, capitaine des Girondins de Bordeaux, champion de France, formé à Toulouse, qui a fini sa carrière au Betis Séville, un type assez incroyable, un leader. Mais effectivement, golfiquement, il a tout, je trouve, pour briller aux États-Unis. Mais franchement, traverser l'Atlantique, pour un petit Français, c'est rare, c'est grand. Tu quittes un peu ton environnement familial. Beaucoup d'Européens se sont cassés les dents. Alors lui a décidé très rapidement mais de plein ont s'installer. réussi aussi. Oui. Mais effectivement, plein ont réussi. Et très franchement, réussir 8 cartes sous le par pour ces 2 premiers tournois. 5e à la moyenne de score sur le PGA Tour. Après 3 tournois, mais top 5 PGA Tour. Je trouve ça assez énorme. Et le week-end dernier, bon, il score moins de 17, moins 18 ou moins 19. Enfin, il est le loin. Le parcours s'est fait plomber. Mais bien sûr. Mais c'est très bien. Mais c'est quand même très très bien. Et puis, je pense qu'il surfe sur ce dernier tour fantastique à Dubaï avec ses 5 birdies de suite qui lui offrent une carte américaine. Je crois que mentalement il est hyper costaud. Il est en mode rafale. Hein, il est assez fantastique. J'aime sa manière de parler de son golf, de son jeu. Serein. Même sur le premier tournoi, par exemple, il se prend un peu les pieds dans le tapis du parcours sur les 9 premiers trous. Et puis sur le retour, il est costaud. Rafale. Ouais, franchement, tu as l'impression que rien ne peut l'ébranler. Il est numéro 1 français. Et je me souviendrai toujours, parce que je l'avais découvert golfiquement sur le PGA, l'US Open, je crois. Pebble Beach, à Pebble Beach. 2019. Et j'avais eu Greg Avray pour un portrait, parce que Pavon on le connaissait, parce que c'était le fils d'eux et tout. Et Avray m'avait dit, mais il m'impressionne parce que j'étais loin d'imaginer que ce serait lui qui brille comme ça et qui arrive. Et puis il n'est pas à son premier majeur quand même. Hein. Tous les 2 ans, régulièrement, il en fait un. Donc il a quand même quelque chose, ce garçon. Il est vraiment hyper costaud, comme les Américains disent, hyper focus. Et je pense qu'il peut faire une très très belle saison. On l'avait vu finir 25e à l'un des plus terribles US Open ces dernières années. C'était à Shinnecock Hills en 2018. 2018, tout à fait. En 2018, ouais. Donc sa solidité va l'aider, quel que soit le parcours de la planète. Et on avait un doute sur son putting, mais tu l'as dit, il a énormément progressé. Regardez les stats Spider, c'est super bien fait sur le PGA Tour et de toute façon ça se retrouve partout maintenant. C'est-à-dire que vous savez, c'est un hexagone qui vous donne vos forces et vos faiblesses, et on voit que le putting est devenu non plus une faiblesse, mais carrément une force du jeu de Mathieu Pavon. On avait fait un sujet avec lui d'ailleurs à l'Open de France il y a quelques années. Il bosse beaucoup avec John Carlsen, mais on en a beaucoup parlé dans les
précédents podcasts, on va pas revenir dessus, mais en tout cas, c'est devenu une des forces. Il continue de toucher énormément de green. Je crois que c'est top 10 du PGA Tour, évidemment, après 2 tournois, mais c'est déjà une tendance sur l'European Tour. Donc, il continue, comme l'a très bien dit Guillaume, il continue sur sa lancée. Et moi, j'ai envie vraiment de le scruter cette semaine à Torrey Pines, même s'ils vont jouer que 2 fois le parcours sud qui est le plus dur des deux. Ils vont jouer le parcours sud et le parcours nord à Torrey Pines cette semaine. Le parcours sud, c'est celui de l'US Open. Le plus dur, le plus long du PGA Tour l'an dernier, ça sera encore le cas cette saison. Et ils vont, de ce que j'ai lu de la presse américaine et ce que les joueurs expliquent, comme Keegan Bradley ou Max Homa, ils ont laissé les roughs en mode presque. Ils ont tendance à exagérer les joueurs des fois, presque en mode US Open. Et je pense que... Le presque, c'est une notion importante dans les refs. C'est mange-balle, mais pas trop. Mais ça va jouer à la solidité beaucoup, notamment sur le parcours sud, cette semaine à Torrey Pines. Et je pense que ça peut bien coller à Mathieu Pavon et je ne serais pas surpris de le voir top 20, voire top 15. Et je suis persuadé, sans avoir épluché la presse américaine, que ce qu'il est en train de faire depuis 2 tournois commence à intéresser. On va en parler, mais il part pas avec n'importe qui. Il joue avec Michael Block. Qui est une star depuis un an et qui est, quoi qu'il fasse, où il joue, il y a des caméras, on s'intéresse à ce qu'il fait. Alors ça commence à me gonfler, moi, le phénomène Michael Block. Mais peut-être. Mais ce qui est sûr, au moins, il y aura une caméra braquée sur la partie de Mathieu Pavon. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit phénomène qui est en train de se passer là-bas. Est-ce que justement, toi tu as bien connu Michel Pavon, justement, est-ce que tu vois des similitudes entre... Est-ce qu'il y a du Michel en Mathieu ? Je pense que oui. Alors, je ne veux pas parler des rapports de Michel avec les médias parce que c'était assez complexe, orageux. Ça pouvait être... orageux, ombrageux, ça pouvait être très électrique. En revanche, ce qui était bien avec Michel Pavon, quand ça allait pas, tu savais tout de suite que ça allait pas et tu savais pourquoi ça allait pas. Voilà, il tournait pas autour du pot, mais c'était, je sais pas, c'est difficile de comparer un sport individuel et un sport collectif. Et je trouve que Mathieu Pavon est d'ailleurs assez pudique. Depuis le début de sa carrière sur l'apport et la relation qu'il a eu avec son père. Je suis persuadé qu'ils en parlent beaucoup de ça, mais voilà. Mathieu disait qu'il avait encore beaucoup de choses à découvrir à découvrir. Après, son père. Il faut aussi rappeler que sa maman a été pro de golf, une magnifique enseignante. Je crois qu'elle a mis cette carrière entre parenthèses. Mais voilà, Michel Pavon, c'était pas le plus doué. C'était pas le plus rapide, c'était pas le plus costaud, mais c'était un stratège sur un terrain, un leader, un entraîneur bis. L'année du titre, en 99, il joue au milieu avec Diabaté, Mikou, Benarbia, enfin bon voilà. Mais c'est lui le patron, quoi. C'est l'entraîneur bis ou adjoint de Eli Boop. Voilà, ce sont des cerveaux, des types qui connaissent très 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 bien leur sport et comment y arriver. Et Michel Pavon, malgré des qualités, je ne vais pas dire moyennes, mais a été un très bon joueur de foot. On a l'impression que Mathieu Pavon, c'est un peu la même chose. Il n'avait peut-être pas les qualités golfiques au début, mais c'était pas le plus génial, pas le plus doué. Il était à peine top 50 français chez les amateurs. Il a plus travaillé avec les autres, quoi. Un profil hyper rare dans le golf français où on avait beaucoup à faire. Alors, l'exemple de Greg Avray, multi-champion de France, multi-champion d'Europe amateur. Donc là, c'est vraiment pour moi un ovni, puisque à ce niveau-là, chez les juniors, personne ne regardait Mathieu Pavon. Mais non, mais c'est plutôt même encourageant pour la jeune génération, les jeunes golfeurs qui à un moment veulent embrasser cette carrière et n'y arrivent pas parce que il manque de mains ou de choses comme ça. Et il faut persévérer. Et quand vous avez le mental d'un garçon comme Mathieu Pavon, ça veut dire que vous êtes capable de franchir tous les obstacles, même des très très hauts obstacles, parce qu'à un moment, quand vous n'êtes pas aidé par la Fédé ou les instances, c'est quand même compliqué. Quand les portes se ferment, lui, il a, avec ses épaules de déménageur, il a tout défoncé et aujourd'hui il est sur le PGA Tour. C'est quand même, je sais pas, le Graal pour top 80 mondial. Bon, et il le dit, c'est une revanche pour lui, c'est une revanche. C'est un mot top 80 mondial en jouant qu'en Europe quasiment. Non, mais c'est énorme. Comme il le disait dans une interview qu'on a fait avec lui pour Journal du Golf TV, cette accession sur le PGA Tour résonne un peu comme une revanche. Il le dit, moi, beaucoup de gens n'ont pas cru en moi et ceux-là, voilà, il y a un petit goût, un petit sourire. Il le dit, j'ai un sourire narquois. Ouais. Ça nourrit l'esprit de revanche. Et puis son approche est intéressante. C'est pas le mec qui dit, bon, je vais aller faire quelques tournois là-bas et puis je vais revenir au port.
Je crois qu'il s'est installé En Floride. en Tout Floride, était en déjà- famille. tout était déjà préparé. Tout Donc, était c'est déjà le calé, type ouais. qui y va, pas pour passer 15 jours, 3 semaines par trimestre et jouer des tournois. Je ne vais pas citer d'autres cas, mais lui, il s'est installé. Et quand tu t'installes quelque part, ça veut dire que tu as envie de durer. Allez messieurs, on va parler tout de suite de celui qui a gagné le tournoi la semaine dernière, l'amateur, ce jeune amateur, seulement 20 ans, qui remporte l'American Express. C'était une première depuis 1991, et Phil Mickelson. C'est pas Incroyable. C'est pas mal comme Plus jeune vainqueur sur le filiation. tour depuis Jordan Spieth. Ouais, Nicolas Dunlap. Dunlap. On dit qui sera comme pas on là malheureusement veut. à Torrey Pines. Qui break. Il break. Ouais. Il en a bien besoin, Famille peut-être. et amis et surtout management pour savoir quelle suite donner à son avenir. Parce que là, on le rappelle, il a laissé passer un chèque d'1,5 million d'euros puisqu'il était amateur. Bah après ça, il Non, pouvait mais pas quelle le savoir suite avant de le tournoi. Quelle suite donner? Quelle était son ambition en début de saison? C'est-à-dire que de finir la saison amateur et de passer pro en 2025? Ou ça va tout chambouler, tout bouleverser? Ça chamboule tout parce que là, mine de rien, vous avez quand même battu une partie, même si c'est pas le plus long tournoi de l'année, parce que vous avez quand même battu une partie de l'élite mondiale en marchant sur le Moins sur le 29, parcours. moins 29 sur Vous les êtes énorme. en tête le samedi soir, c'est-à-dire qu'il a passé cette fameuse nuit du samedi soir qui est terrible quand vous êtes en tête d'un tournoi de golf. Et il résiste à Burns, à Thomas, enfin c'est quand même énorme. Hein. Il rentre combien? 2,50 m, 3 mètres au 18 pour Ouais, gagner. ouais. Donc voilà, à un moment on se dit, bon bah là on va peut-être arrêter de laisser passer l'échec, même s'il y en a eu qu'un. On va se dire que si on a le niveau, Il devrait le récupérer rapidement. Enfin, s'il passe pro, il aura un contrat. rien qu'avec l'équipementier, Un contrat rien équipementier. qu'avec les clubs de golf. Est-ce qu'on peut le comparer un peu à un profil au joueur qu'on a vu, Aberg, dans la trajectoire de remporter comme ça rapidement En mode météorite. Ouais, en mode météorite, ouais. Mais après, c'est pareil, c'est une histoire de gagner une fois et disparaître du paysage. Je suis pas sûr qu'Aberg disparaisse. Pour Mickelson, ça s'est bien passé. Ouais. en tout cas. Oui. Pour Aberg, je suis pas sûr qu'il disparaisse. Et pour Dunlap, il a l'air quand même bien costaud également, avoir les épaules. Moi, alors tu parles du putt qu'il entre sur le green du 18 pour gagner, mais la manière dont il arrive sur le green du 18 en faisant un deuxième coup, il a failli assommer un spectateur, et il rigole et il plaisante de ça avec Justin Thomas. Tu vois, est-ce que tu as la blague? Est-ce que tu peux la raconter? Non, je l'ai pas. Non, parce que Justin Thomas le chambre là-dessus, et l'autre pour rigoler dire ouais, ça m'est arrivé à l'US Open, mais je faisais ça à tous les trous quand il avait joué Ah l'US oui, Open. d'accord, ok. Non, mais je le trouve, il marche presque vers la gloire. Ou Comme s'il avait 20 tournois sur le PGA Tour, quoi. Et il déconne avec, pardon pour cet écart de langage, il plaisante avec Thomas, et puis recovery de dingue, approche, putt. Bon, La voilà, je trouve puissance du championnat du NCAA aux États-Unis, vous êtes à la télé, peut-être pas toutes les semaines, on va pas exagérer, mais vous êtes habitué à avoir un gros niveau de pression face à de sacrés joueurs dans le championnat universitaire américain, là où évolue habituellement Dunlap. Et il a déjà joué des majors et des gros tournois. Ouais, et résultat quand même avec cette victoire, il a gagné 4061 places au classement mondial. énorme. Il est désormais 68e, assuré Et devant Mathieu Pavon. exactement en un tournoi, quoi. Ouais, Bonne blague, le Ouais. classement mondial au golf. Et du coup, on le retrouvera évidemment au Masters, à l'USPGA. Enfin bref, on peut dire que Championship. au Players, sa carrière est lancée, quoi. Ouais, bah donc, il peut quand même Mais peut-être continuer à être amateur. Avant peut-être. d'aller se refaire une heure de sociaux dans un amphi, Ouais, ça va être compliqué. Là. De revenir aux affaires courantes. Ouais. Allez, justement. Est-ce que tu as rendu ton devoir? Ouais, Pardon, je DST, pouvais ouais. pas dimanche, j'avais piscine. Voilà. C'est également le retour de Victor Pérez cette semaine. Victor Pérez qui était blessé à l'épaule, qui démarre sa saison lui aussi sur le PGA Tour et qui a déclaré sur le site de la Fédération Française de Golf Longue interview. vouloir intégrer le top 50 mondial avant la fin de saison. C'est Bah moi c'est j'adore. un bel objectif. Ouais. Bah non, puis Il l'a déjà fait. Ouais, et j'adore avoir un sportif français qui affiche ses ambitions. Ce n'est pas de la présomption, mais ça veut dire qu'il a dû beaucoup travailler, qu'il se sent capable de le faire, qu'il a le golf pour le faire. Après, voilà, on va voir dans quel état physique il est. On peut aussi juste signaler que Paul Barjon, pour son deuxième tournoi de l'année, il a marché sur les pas de Mathieu Pavon. de Pavon. Il termine quasi à égalité, je crois, après avoir raté le cut lors du premier tournoi. Voilà, les Français sont Paul là. Barjon qu'on aura à ce podcast très prochainement. On a vu ça avec lui. C'est Il l'a hyper, promis. c'est hyper Il l'a agréable. promis.
Ouais, justement, l'intérêt aussi des Français cette année, ça va être de se qualifier pour les gros tournois, ces fameux Elevated Tournament. Il y a plusieurs biais pour se qualifier, Benjamin. Il y a un mini-championnat. Il y a une sorte de mini-championnat, et donc il y a des possibilités quand même. Ouais, il y a toujours 4-5 places à aller gratter via un mini-championnat. Un cumul de 3 tournois avant l'un de ces fameux Elevated Events. Donc il y a toujours moyen, même si on arrive du circuit européen ou du Corn Ferry, de raccrocher le wagon. Mais il va falloir très bien jouer. Et, comme l'a fait, mais de toute façon, Mathieu Pavon, il y a 2 semaines avec son top 10. Mais il va falloir un sacré paquet de bonnes performances sur ces mini-championnats. Ouais. Et on sent aussi quand même une émulation, parce que Victor Pérez, il dit à la fin de cette interview, ça va être sympa de se tirer la bourre tous les trois, donc au sein du clan français. Ça aussi, c'est une première côté golf tricolore. Ils s'entendent bien, et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une petite bande qui s'entend bien. Je crois que c'est Pavon et c'est Barjon et Pérez qui ont grandi Pavon et Pérez qui ont grandi ensemble. Pavon et Barjon se connaissent également très bien. Les trois s'entendent très bien et ils vont se croiser, même si évidemment on est sur du pro, du niveau pro, c'est chacun sa tambouille, chacun son staff. Mais le fait de se retrouver à l'hôtel et pas de se retrouver tout seul. Ou même faire les parties de Rocco Rocco ensemble. Vous qui êtes des hommes de télé, je suis sûr que vous avez adoré cette image en fin de saison dernière avec les deux, Pavon et Pérez. Et Pérez assis sur le putting green à Dubaï, ouais. Attendant le coup de fil de Pascal Grisot. Le coup de fil de Pascal Grisot. Fait d'être à 3. Non, mais c'est vrai, c'est top. Je trouve, le facteur solitude qui est très pesant sur le PGA Tour va peut-être pas être gommé, mais va être quand même bien effacé par ce petit côté petite bande. Et puis ça va donner envie à des garçons comme Langas, comme Rosner, de mettre peut-être les bouchées doubles. Ils sont pas passés très loin quand même la saison dernière de rejoindre un gros pet. Ce trio. Donc voilà, ça va donner envie. Alors le public français va devoir se coucher un peu plus tard. Peut-être. Et puis il faudra bien jouer pour Tour et regarder plutôt le PGA Tour. Il faudra qu'il joue bien aussi pour être à la télé, parce que y a bien sûr. Parce que sacrément bien joué même. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Guillaume, Mathieu Pavon va jouer à Michael Block. Michael Block qui est aimé du public et surtout sûrement des télés, mais on va pouvoir voir Michael Block, mais ça se trouve Mathieu Pavon, on le verra pas. Peut-être son dos, ses chaussures et sa casquette. Il va falloir jouer la gagne. Comme on a vu à Hawaï, comme on a vu à Hawaï, je sais pas si vous vous souvenez cet eagle, ce coup sous les arbres de Mathieu Pavon, incroyable pour eagle. Magnifique. Là, on l'a vu celui-là. Voilà. On part de loin, mais bon, c'est comme ça. On y croit, Benjamin. Money talks, comme dit Rory. Allez, justement, on va parler du DP World Tour avec cette nouvelle victoire de Rory McIlroy à Dubaï. Cette 4e victoire à Dubaï, avec cette scène sympa, avec la même photo qu'il a fait avec ses parents en 2009. C'est magnifique. Avec moins de cheveux, ouais. Et moins de joues aussi, un peu moins de joues, voilà. Non, je trouve que c'est McIlroy. Rory démarre fort. Voilà, hyper fort. Il aurait dû gagner la semaine précédente, mais de petits putts ratés, un cadeau pour son bon ami Fleetwood. Bon, il a remis les pendules à l'heure. Il est hyper costaud. Il joue bien. Il rate pas grand chose. Voilà, j'aimerais bien le voir brandir un trophée d'un majeur cette année quand même. Mettre une veste. Une veste, j'aimerais bien. Pour faire le Rory Slam. Ouais, j'aimerais bien. Depuis le temps qu'on l'attend. Bah oui, voilà, parce que lui, il a le golf pour le faire, il a le golf pour briller et pour dominer. Et voilà, il lui manque plus de majeur depuis 2014 pour Rory McIlroy. C'est une éternité. Ça nous permet à l'équipe, par exemple, de continuer à faire des papiers sur pourquoi la malédiction. Sachant il passe jamais très loin. Sachant que cette année, le USPGA retourne à Valhalla, là où il avait remporté justement 2014. En 2014. Dans le noir. Exactement. Je crois qu'il y avait Phil Mickelson sur le green juste devant lui. Il a été très, très sportif sur ce coup-là. Tu connais l'histoire, Guillaume? Non, je me souviens plus. En fait, tout simplement, la nuit tombée, il y avait des interruptions. On y était tous les deux d'ailleurs. On y était, Jean-Philippe, et il faisait nuit. C'est tout simplement, il faisait nuit, et Rory avait encore un trou complet à jouer. Ils étaient à peine arrivés au départ du 18, mais la partie de Mickelson, l'avant-dernière partie, venait à peine de quitter le départ. Et le tournoi était joué, il avait 3 ou 4 coups d'avance. Et plutôt que forcer tout le monde à revenir le lendemain pour juste taper un drive, un coup de fer et de putt, Mickelson s'est mis sur le côté avec sa partie et a dit Rory, on vous laisse driver, comme ça vous allez pouvoir finir le trou tranquillement. Bon vieux Phil. On sait lui taper dessus à Phil, mais faut reconnaître une petite dose de panache de temps en temps chez Mickelson. Allez messieurs, cette semaine justement, Héloïse Girard est envoyée spéciale pour Journal du Golf TV sur le DP World Tour, et elle nous donne des nouvelles des joueurs français. On l'écoute.
Après Dubaï, le DP World Tour continue son séjour en posant cette semaine ses valises à Ras El Khaimah. C'est le 3e tournoi de l'année sur le circuit et cette semaine, pas de Rory McIlroy en tête d'affiche, mais bien un Rasmus Højgaard. Et pour l'anecdote, c'est d'ailleurs son frère jumeau Nicolai qui avait remporté le tournoi en 2022. Côté français, 9 joueurs sont présents. Derrière moi, vous pouvez voir le practice. Ce matin, tous les joueurs se sont entraînés pour être prêts pour le Pro-Am de cet après-midi. La plupart des Français effectuent seulement 9 trous de reconnaissance aujourd'hui, à la veille du premier jour du tournoi. Au trou numéro 10, nous avons pu retrouver Hugo Cousseau, Julien Brun et Clément Sordet. Les joueurs abordent avec nous leur début de saison sur le DP World Tour et leur forme du moment. Écoute, plutôt pas mal. J'ai bien joué en Afrique du Sud, une bonne perf sur le dernier tournoi que j'ai joué là-bas. Et puis la semaine dernière en Rolex, un cut, pas un très bon week-end, mais bonne expérience et pas mal de bonnes choses. Ouais. Le Rolex à Emirates à Dubaï, c'était incroyable. Ici aussi, les parcours sont beaux, ça c'est sûr, et l'entretien est top. Après voilà, je découvre semaine après semaine, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Il fait beau, on n'a pas trop de vent pour l'instant, je crois qu'il va y en avoir un peu plus cette semaine. Mais on est bien quoi, voilà, je prépare comme tous les tournois et puis on verra jeudi, on verra demain. Il y a du travail à faire pour revenir un peu dans les clous, mais on met les choses en place avec mon équipe pour repartir de l'avant et les choses sont claires, donc il faut y aller petit à petit. J'ai de la chance de pouvoir faire les 2 premiers tournois directs, là, notamment le premier qui était à champ réduit, donc on a la chance de jouer des parcours fantastiques avec des beaux champs de joueurs. Après, résultats difficiles et scoring compliqué, donc c'est pas le début de saison espéré, mais la saison est encore très longue. Pour moi, c'est un bon test cette semaine, ça fait déjà 3 fois que je suis venu ici, c'est pas forcément un parcours que j'apprécie, il y a pas mal de trous qui me challenge beaucoup, donc ça va être intéressant de me concentrer sur ce que je dois faire, sur mon process, de vraiment être concentré sur moi et sur mon travail pour donner le meilleur et rendre le meilleur de mon jeu, ce que j'ai pas réussi à faire les dernières semaines. Donc si j'arrive à mettre ça en place et à faire mon travail du mieux possible, déjà ce sera un bon pas pour repartir de l'avant. Début de saison un peu compliqué, les résultats sont pas forcément là. Mais le niveau de jeu est plutôt bon, donc voilà, faut continuer à bosser et puis ça reste encourageant pour la suite. J'ai joué Dubaï la semaine dernière, j'ai raté le cut d'un coup. Je pensais que j'allais le faire, en plus j'avais fait eagle sur le dernier trou je pensais passer le cut, mais voilà, final j'ai raté d'un coup, donc c'était un peu frustrant. Mais je me dis que voilà, le jeu il est pas si loin que ça. Donc voilà, il faut rester positif pour la suite. Cette semaine, c'est un parcours que je connais bien. Je crois que c'est la 4e fois que je le joue. J'ai joué une fois sur le Challenge Tour et 3 fois sur l'European Tour. Donc non, c'est un parcours que j'ai plutôt bien dans l'œil. Va falloir mettre les mises en jeu assez droites. Le rough est assez compliqué autour des greens. Donc ouais, essayer de prendre beaucoup de greens. Et puis les greens sont très bons. Donc on espère mettre beaucoup de putts. À partir de ce jeudi 25 février, les 132 joueurs du champ vont s'affronter sur le parcours d'Alhambra qui accueille le tournoi pour la 3e année consécutive. L'année dernière, c'est l'Anglais Daniel Gavins qui l'avait emporté sur un parcours qui est loin d'être facile. C'est assez franc, je dirais, il faut très bien driver. Ça donne un bon avantage de prendre les fairways parce que ça roule beaucoup. C'est des petits greens assez bombés, assez fermes, donc pas mal de zones à bien penser, mais voilà, donc pas grand chose à dire, va falloir faire une bonne semaine de golf. Là c'est le meilleur état que j'ai vu des 3 éditions que j'ai fait auparavant, donc on a de la chance d'être ici et les greens sont top, donc c'est super. Après c'est le tracé qui ne me convient pas forcément, avec pas mal d'obstacles, des doglegs à faire et c'est souvent un parcours vraiment avantageux pour les très longs frappeurs. C'est plutôt un petit parcours, donc il y a beaucoup d'opportunités de birdie et de wedge sur des trous assez faciles. Par contre, il y a des trous très costauds. Le passage du 9 au 12, c'est très dur, c'est une clé de ce tournoi. Il y a un par 3 difficile qui arrive derrière, qui fait plus de 200 mètres. Et il y a 2 par 5 où l'eau est vraiment en jeu aussi. Donc c'est ça qu'il faut réussir à gérer ici. C'est un parcours visuellement qui me déplaît pas. Il y a quelques trous qui sont compliqués où il faut faire assez attention et d'autres trous qui sont assez faciles, donc on peut être pas mal agressif. Donc ouais, la stratégie change selon les trous. Allez messieurs, avant de se quitter, déjà on va donner les vainqueurs du jeu concours. Les 2 noms s'affichent sous votre écran à ce niveau-là. Voilà, bravo à tous. On va vous contacter rapidement pour pouvoir récupérer vos jolis lots. Donc un drapeau, on le rappelle. S'ils ne nous contactent pas, on le garde pour nous. Ah ben, vous le gardez pour vous même, Benjamin. Voilà, petit bonus, je vous le disais, si je vous dis Lionel Alexandre, messieurs, ça vous... British Open,
où il avait joué avec une balle avec le logo de l'OM et qui écrit No Bug dessus. Et il avait passé le cut. 98, Son 99. seul majeur, Magnifique. Lionel Alexandre. Non, c'est magnifique. Et surtout, il vient de récupérer ses droits de jeu sur le Legends Tour. Ouais, il devait, je crois, terminer dans les 5 premiers en Turquie. Il pour finit deuxième. décrocher sa carte. Il a joué la saison passée sur le Legends Tour, Exactement. mais pas suffisamment de bons résultats pour obtenir sa carte directement. Là, il n'a pas joué l'Open de France. Donc voilà, il se bat. Je trouve ça incroyable qu'à son âge, après tout ce qu'il a vécu, une longue carrière professionnelle, même s'il n'a jamais trop brillé, et la gagne, quoi, l'envie de se confronter à d'autres. C'est peut-être notre Richard Blend à nous. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est incroyable. Il continue à bosser avec le mage du Colombier, je crois. Voilà. Le druide. Le druide, le mage. Le mage, c'est Olivier Léglise. Non, c'est vrai. Non. Le mage, le druide, voilà. Non, je trouve ça assez génial et respectable et assez magnifique, quoi. Ouais, justement, Manon Cambrai l'avait rencontré, Lionel Alexandre, en fin d'année lors de la finale du Legends Tour à Maurice. On l'écoute. S'il y avait une chose à retenir de cette année, ce serait quoi? Le kiff. Le kiff de jouer des super parcours, le kiff de jouer avec des super mecs. Quand je suis arrivé là-dessus, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le petit français, machin, j'étais un peu tout seul dans mon coin, même si, comme je l'ai dit, il y avait les Frenchies autour de moi. C'est quand même un sport individuel, donc ouais, tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais pas si tu vas te faire des copains, est-ce que les mecs vont te parler ou pas. Et en fait, au fil du temps, tous les mecs avec qui j'ai discuté, tous les mecs du cours sont vraiment très cool. Un mec comme Jarmo Sandelin, que je regardais à la télé quand j'étais petit, il est très sympa, il est devenu un bon copain. Même des plus anciens comme Constantino Rocca qui n'hésite pas à te filer un petit conseil, à t'aider. Pareil pour les autres. Hier encore, j'étais au practice. Puis bon, je la tapais pas forcément très droite hier. Et puis il y a Robert Coles, un Anglais, qui me voyait taper. Et puis on a commencé à discuter. Il m'a filé 2-3 tuyaux, il n'était pas obligé. Donc c'est un peu cette solidarité de joueurs. Donc super parcours, super joueur. On fait ce qu'on aime, on joue au golf. Que du kiff. Bon, le kiff est toujours un petit peu mieux quand tu envoies un score sous le par. Mais c'est quand même kiff. Ouais. Après, c'est quoi? C'est de la rigueur, c'est du travail, il faut bosser. Tous les golfeurs te diront la même chose, ça ne paye pas forcément de suite, mais tu n'as pas d'autre choix. Quoi qu'il arrive, tu bosses, la tête dans le guidon, avec les œillères, en espérant que ça paye et puis que tu puisses rester là l'année prochaine. Ouais. Et les années futures. Voilà, une interview à retrouver en intégralité sur Journal du Golf TV. C'est la fin de cette émission, messieurs. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accompagné durant toute la durée de cette émission. On va aller faire une sieste parce qu'on a envie d'être en forme pour ce week-end. Exactement. Il va y avoir plein de Français à regarder tard la nuit. Notamment Pavon à Torrey Pines. Voilà. Mais déjà, les 3 Françaises présentes sur le LPGA à partir de 18h jeudi sur Journal du Golf TV et ce week-end en codiffusion avec la Fédération Française de Golf sur FF Golf Télé. Merci beaucoup à Hugo pour la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!